il y a très longtemps, bien avant que les hommes ne gravent l'histoire dans la pierre ou dans les livres, des noms circulaient de bouche en bouche, portés par les récits des anciens. Des noms lourds de légendes, d'amours tragiques et de royaumes en flammes. Parmi eux, deux brillent encore à travers les âges, Hélène et Ménélas. Elle était dite la plus belle femme du monde, reine de Sparte, née peut-être d'un œuf, fille de Zeus et de Léda, d'une beauté que même les dieux enviaient. Lui, roi laconien, son époux, fils d'Atrée, frère d'Agamemnon. Leur union devait consolider la paix, et pourtant, elle fut le prélude à l'une des guerres les plus célèbres jamais chantées. On raconte que, séduite ou enlevée par Paris, prince de Troie, Hélène s'enfuit vers l'Orient. Ménélas rassembla alors les rois grecs pour venger l'affront et récupérer son épouse. 10 ans de guerre, 1000 navires, des héros qui deviendront immortels. Achille, Hector, Ulysse. Et dans l'ombre de ces exploits, Sparte, déjà présente, déjà symbole. Mais ce n'est là qu'un écho, une vibration lointaine d'un temps semi-légendaire, suspendu entre mythe et mémoire. Ce que l'on sait, c'est qu'après ces âges héroïques, le monde s'est effacé, dans le silence. Les palais se sont éteints, les chants se sont tus, et Sparte aussi, pour un temps, a disparu. Puis, lentement, comme la lueur qui revient au matin, la vie a repris. Un autre peuple est venu du nord, rude et sobre, parlant un dialecte dur aux oreilles des anciens. Ce peuple, que l'on appelle les Doriens, ne ressemblait pas aux princes mycéniens, aux bras couverts d'or. Ils voyageaient en groupe, armés de fer, portant de nouveaux outils, de nouvelles traditions, une autre manière de voir le monde. Quand ils arrivèrent dans la vallée de l'Eurotas, ils ne trouvèrent pas de vide. Les traces de l'ancien monde étaient encore là, des ruines effacées par le temps, des fragments de céramique, des champs encore fertiles. Les Doriens ne détruisirent pas tout. Ils s'installèrent. Peu à peu, ils se mêlèrent aux populations locales, mycéniens survivants et peuples autochtones. Ce ne fut ni une conquête fulgurante, ni une disparition brutale. Plutôt un lent mélange, une fusion. L'ancien se mêla au nouveau, et de cette union naquit une culture unique. Avec le temps, la ville reprit forme. Plusieurs voisins, installés dans la plaine, se rapprochèrent. Ils s'unirent, sans murailles, sans grand temple, mais avec une vision commune. Une légende raconte qu'un homme donna à cette union sa force et sa direction. Il s'appelait Lycurgue. Il est difficile de savoir si cet homme vécut réellement ou s'il est devenu un symbole. Mais dans les récits transmis de génération en génération, il apparaît comme le législateur, celui qui sculpta l'âme spartiate. Après un long voyage, dit-on, jusqu'en Crète, et même jusqu'en Égypte, il revint avec une idée nouvelle. Réorganiser entièrement la cité, non pour la richesse, ni pour la puissance immédiate, mais pour la stabilité, la résistance. Il présenta aux citoyens un ensemble de lois, non pas écrites, mais prononcées à haute voix, comme un serment sacré. Ces lois, appelées la Grande Rétra,
redéfinissait tout, la manière de vivre, de se nourrir, de se battre, d'éduquer. Plus rien n'était laissé au hasard. L'enfant appartenait à la cité. L'adulte devait la servir. Le pouvoir n'était pas concentré dans une seule main, mais partagé. 2 rois pour conduire l'armée, un conseil des anciens pour guider la sagesse, une assemblée de citoyens pour valider les décisions. Ce qui était mis en place n'était pas seulement une constitution, c'était un mode de vie. Une philosophie austère, dépouillée de tout luxe, visant la longévité de l'État plutôt que la gloire des individus. La richesse fut méprisée, l'or banni. Les repas se prenaient ensemble, dans des messes communs, autour d'un plat simple, sombre et épais, que l'on appelait le brouillé noir. Les maisons étaient modestes, les paroles brèves, les gestes mesurés. Dans ce silence organisé, un ordre émergeait, solide comme le roc, stable comme le cours de l'Eurotas. Sparte devenait un lieu à part, ni tout à fait grec comme ses voisines, ni totalement barbare. Une cité entre 2 mondes, façonnée par la retenue, le sacrifice et l'endurance. Et dans les plaines fertiles, dans les forêts des montagnes voisines, les enfants grandissaient déjà. Leurs pas allaient tracer les chemins d'une nouvelle génération. Une génération qu'on préparait non pas à débattre, mais à endurer. La nuit tombe sur la vallée. Une torche vacille dans le vent. La cité dort. Mais ses fondations sont posées, immobiles, inébranlables. Là où d'autres villes brillaient par la richesse de leurs marchés ou l'élégance de leurs temples, Sparte se distinguait par autre chose, par sa simplicité, par la rigueur de son silence, par l'étrange beauté d'un ordre accepté sans discussion. Tout dans cette cité semblait répondre à un principe supérieur, pas celui de la liberté individuelle, mais celui de l'équilibre collectif. Au cœur de ce monde bien réglé se trouvait une caste très particulière. Ils s'appelaient entre eux les égaux. On ne les distinguait ni à leurs vêtements, ni à leur maison. Ils vivaient sans luxe, sans faste, sans ornement. Et pourtant, ils formaient la classe dominante, celle pour qui la cité existait, les homoioi. Dès l'âge de 7 ans, leur vie changeait à jamais. L'enfance libre s'arrêtait. Arraché au foyer familial, l'enfant spartiate entrait dans le giron de la cité. Il rejoignait l'agogé, le long chemin de formation destiné à forger non pas des hommes ordinaires, mais des citoyens guerriers. La douceur maternelle était remplacée par la rudesse des instructeurs. On y apprenait à endurer la faim, le froid, les coups. On y cultivait le silence, l'obéissance, la résistance. L'intelligence n'était pas oubliée, mais elle devait se taire, se plier, attendre son heure. On dormait à plusieurs sur des paillasses faites de roseaux. On se nourrissait peu. Parfois, on volait pour survivre. Mais si l'on était pris, ce n'était pas le vol qu'on punissait. C'était l'incompétence. Chaque geste, chaque mot était une épreuve, un apprentissage. Le courage se mesurait au calme face à la douleur. La dignité à la maîtrise de soi. Les années passaient, les liens entre les jeunes se resserraient. Une fraternité naissait, non pas d'affection, mais de l'épreuve partagée. Un jour, certains rejoindraient la cryptie, une épreuve secrète et inquiétante, dont peu parlaient ouvertement. Une sorte d'errance initiatique, parfois violente, toujours risquée. Car pour devenir pleinement citoyen, il ne suffisait pas d'apprendre. Il fallait être jugé digne par ses pairs. Mais tous les habitants de Sparte n'avaient pas accès à cet honneur.
Tout autour de la cité, dans les campagnes, d'autres peuples vivaient sous une toute autre règle. Les Zélotes d'abord. Ces hommes et femmes n'étaient pas libres. Attachés à la terre, ils cultivaient les champs, s'occupaient des troupeaux, travaillaient pour nourrir ceux qui portaient les armes. Ils n'étaient pas considérés comme de simples esclaves, mais ils n'étaient pas citoyens. Leur statut était flou entre servitude héréditaire et soumission militaire. Ils étaient nombreux, bien plus que les citoyens eux-mêmes. Et c'est cette disproportion qui rendait leur existence si fragile. Toujours surveillés, souvent humiliés, parfois tués, surtout lorsqu'un soulèvement semblait possible. Chaque année, les autorités pouvaient déclarer symboliquement la guerre aux Zélotes, autorisant ainsi leur élimination sans jugement. C'était une peur permanente, une menace contenue, un rappel constant du prix de la stabilité spartiate. Entre les citoyens et les Zélotes se trouvait un troisième groupe, plus discret mais essentiel, les Périèques. Ils habitaient les villages périphériques. Ils étaient libres, commerçants, artisans, parfois soldats. Ils ne participaient pas à la vie politique, ne siégeaient pas dans les assemblées, mais ils formaient l'artère économique de la cité. Sans eux, Sparte n'aurait pas pu s'armer, s'équiper, entretenir ses campagnes. Ils vivaient à l'ombre des égaux, dans une position étrange, utile mais silencieux, toléré mais écarté. Et au cœur même de cette société si masculine, si orientée vers la guerre et le devoir, une autre figure surprenait les étrangers, celle de la femme spartiate. Contrairement aux autres cités grecques, ici, les femmes ne vivaient pas enfermées. Elles recevaient une éducation. Elles s'entraînaient physiquement. Elles apprenaient la danse, la musique, mais aussi la course, le lancer du disque, la lutte. Car on estimait qu'une femme forte donnerait naissance à des enfants robustes. On les voulait droites, fières, capables de diriger un domaine en l'absence de leur mari, souvent occupé par les affaires de la cité. Leurs paroles comptaient, leur présence était respectée, elles pouvaient posséder des terres, gérer un patrimoine. Et si elles n'avaient pas accès à la vie politique, elles jouaient un rôle fondamental dans la transmission des valeurs. Elles étaient mères de citoyens, gardiennes du sang laconien. L'une d'elles, lorsqu'on lui demanda pourquoi les femmes spartiates étaient les seules à commander les hommes, répondit simplement « parce que nous sommes les seuls à donner naissance à des hommes ». Le regard qu'elles posaient sur leurs fils et leurs maris était chargé d'attente. Avant le départ pour la guerre, elle remettait à leur épaule son bouclier en disant « reviens avec » ou « sur ». C'était là toute la mesure de la dignité spartiate. Vaincre ou mourir. L'échec n'avait pas de place, la honte encore moins. Lorsqu'un citoyen avait traversé la Gaugée et qu'il était reconnu comme digne, sa vie d'adulte commençait. Mais pas dans le sens moderne. Il n'avait pas terminé son service. Il ne se retirait pas dans le confort, il entrait dans une nouvelle discipline. Il mangeait dans une suscitie, un mess commun composé de 15 hommes qu'il devait approvisionner chaque mois. S'il échouait, il perdait sa place. Là, autour de plats simples, les citoyens discutaient, riaient parfois, votaient souvent. La politique spartiate se décidait autant dans le silence que dans la parole. Le débat était mesuré, la décision collective. Les anciens, ceux qui avaient fait leurs preuves, siégeaient au conseil. Ils guidaient, sans dominer. Ils rappelaient les lois non écrites, les gestes anciens, les équilibres à préserver. La journée était rythmée par l'entraînement, l'exercice physique, les cérémonies religieuses. Pas de commerce, pas d'activité manuelle. Le Spartiate n'était pas fait pour produire, mais pour protéger. Il était soldat à vie, même en temps de paix. L'oisiveté était suspecte, l'excès aussi. Le rire trop bruyant, la parole trop longue, la démarche trop rapide, tout pouvait être perçu comme une faiblesse. Le Spartiate devait être calme, solide, inébranlable. Même dans la douleur, même dans la mort. Et pourtant, dans cette austérité rigide, il y avait de la beauté. Celle d'un peuple qui avait choisi une voie et qui s'y tenait sans fléchir, un peuple qui refusait le tumulte des passions,
le vertige des conquêtes faciles. Ce que Sparte offrait, c'était une promesse, celle d'un ordre éternel, d'une cité qui ne changerait pas, d'un peuple qui tiendrait. Mais cette promesse avait un prix que tous n'étaient pas prêts à payer. La nuit s'approfondit sur la Laconie, les torches s'éteignent une à une, mais dans les messes, dans les chants, dans les chœurs, la vigilance reste. Il y a très longtemps, bien avant que les hommes ne gravent l'histoire dans la pierre ou dans les livres, des noms circulaient de bouche en bouche, portés par les récits des anciens. À Sparte, l'éducation des enfants ne ressemblait en rien à ce que l'on pouvait observer ailleurs dans le monde grec. Dès l'âge de 7 ans, les garçons étaient arrachés à la cellule familiale et intégrés dans un système collectif de formation, l'agogé. Ce mot, que l'on pourrait traduire par conduite ou guidage, désigne bien plus qu'une simple instruction militaire. C'est une métamorphose, un processus long, exigeant, destiné à forger des citoyens parfaits dans l'esprit spartiate, disciplinés, sobres, résistants, prêts à tout pour la cité. L'agogé était une école de l'endurance, de l'obéissance, de la rigueur et de la communauté. Les enfants, regroupés par classe d'âge, y vivaient ensemble, dans des conditions volontairement austères. Leur alimentation était volontairement réduite pour les pousser à développer leur débrouillardise. Ils devaient souvent voler leur nourriture, mais sans se faire prendre. Non pas parce que le vol était autorisé, mais parce que la ruse et la discrétion étaient considérées comme des qualités essentielles du futur soldat. L'échec, lui, était puni. Les épreuves quotidiennes visaient à renforcer le corps autant que l'esprit. L'exercice physique était constant. Courses, luttes, maniement des armes en bois, épreuves de force ou de résistance. La douleur n'était jamais une excuse. Les jeunes garçons étaient incités à encaisser sans broncher, à se relever seuls après une chute, à corriger leurs erreurs sans se plaindre. La souffrance n'était pas glorifiée, mais elle était considérée comme une étape nécessaire de la formation morale. Et pourtant, l'agogé n'était pas une brutalité aveugle. Derrière l'apparente rudesse, il existait une dimension esthétique, presque artistique. On enseignait la musique, la danse, le chant, mais toujours dans une finalité collective et martiale. Les chorales de jeunes garçons accompagnaient certaines fêtes religieuses. Les danses étaient rythmées, réglées, codifiées, proches de l'entraînement militaire. La musique n'était pas là pour adoucir les mœurs, mais pour accorder l'âme au service de l'ordre, du courage et de l'harmonie intérieure. Un autre aspect fondamental de cette éducation était la vie en groupe. Les garçons dormaient ensemble, mangeaient ensemble, s'entraînaient ensemble. Ce quotidien partagé, souvent dur, tissait des liens indéfectibles. La solidarité devenait une seconde nature. On formait des unités dès l'enfance afin que le soldat adulte n'ait pas à apprendre le collectif. Il l'incarnait déjà. Les relations entre pairs étaient surveillées, encadrées. Des liens affectifs, parfois très forts, pouvaient se nouer entre les jeunes, des relations mentorales aussi, puisque chaque jeune garçon se voyait attribuer un adulte, un citoyen expérimenté chargé de le guider. Ce mentor, respecté et parfois admiré, incarnait le modèle à suivre. Il ne s'agissait pas d'une relation pédagogique classique, mais d'une influence silencieuse, presque rituelle, par le comportement, l'attitude, la droiture. À certains moments de leur formation, les garçons étaient envoyés loin de la cité, dans la nature, pour mettre à l'épreuve leur capacité de survie. Il ne s'agissait pas de simples retraites. Ces expériences avaient pour but de tester l'autonomie, la discrétion, la capacité à observer, à se camoufler, à agir sans être vus. Certains de ces entraînements donnaient naissance à des récits empreints de légende, comme celui des jeunes envoyés en Cryptie,
une épreuve secrète où ils devaient vivre dans l'ombre, se cacher et parfois même tuer. Ces pratiques extrêmes, si elles ont bien existé, restent cependant entourées de mystères. Tout au long de ce parcours, les autorités de la cité veillaient avec attention à chaque détail, la manière de se tenir, de parler, de marcher, de réagir. L'agogé formait des corps, mais aussi des postures. Les jeunes devaient incarner physiquement l'idéal spartiate, retenue, équilibre, absence d'ostentation, parler peu, mais avec justesse, avancer sans hâte, mais sans faiblesse. Il ne s'agissait pas seulement de savoir combattre, mais de devenir un homme que la cité pourrait appeler à tout moment, sans crainte qu'il flanche. Lorsque l'agogé touchait à sa fin, vers l'âge de 20 ans, les jeunes hommes intégraient alors la sphère militaire active. Ils étaient prêts à rejoindre les rangs, mais leur parcours civique n'était pas encore achevé. Ce n'est qu'à 30 ans qu'ils pouvaient espérer devenir de véritables citoyens à part entière, intégrés au système politique, autorisés à voter, à siéger aux assemblées, à se marier. Ainsi, l'éducation spartiate, loin de n'être qu'un simple dressage guerrier, représentait un véritable modèle de formation civique totale. Elle cherchait à créer un être humain entièrement façonné pour la survie de la cité, prêt à se fondre dans l'ordre collectif, à y consacrer sa vie, voire sa mort. À Sparte, la guerre n'était ni un accident, ni une exception. Elle faisait partie de l'ordre naturel des choses. Elle était attendue, acceptée, cultivée. Non pas dans un esprit de conquête effrénée, mais comme une nécessité intérieure, un prolongement de l'éducation, une continuité logique de la discipline quotidienne. On ne devenait pas soldat pour se battre, on était soldat parce que c'était la forme la plus pure du devoir. L'armée spartiate ne comptait pas de professionnels au sens moderne. Tous les citoyens en âge de porter les armes faisaient partie de la machine militaire. Chacun avait une place, une fonction, un rôle précis. Rien n'était laissé au hasard. La cohésion n'était pas simplement souhaitée, elle était vitale. L'hoplite spartiate portait une cuirasse de bronze, un casque à crête, des cnémides pour protéger ses jambes. Son arme principale était la lance, longue, droite, maniée avec assurance, et surtout son bouclier. Ce dernier n'était pas un simple outil défensif. Il représentait l'homme lui-même, son rang, sa responsabilité. Perdre son bouclier n'était pas une faute militaire, c'était une trahison morale. Il ne servait pas à protéger seulement soi-même, mais à couvrir le camarade à sa gauche. L'unité formait ainsi une chaîne vivante, compacte, avancée comme un mur mobile sur le champ de bataille. Cette formation, la phalange, avançait lentement, mais irrésistiblement. Le rythme était donné par les chants, par les tambours, par l'expérience collective. Chacun savait que s'il cédait, s'il brisait la ligne, c'était tout le groupe qui vacillait. À Sparte, la peur de la honte l'emportait sur la peur de la mort. On ne fuyait pas parce que c'était interdit, on ne fuyait pas parce qu'on ne pouvait se regarder dans le regard de ses frères d'armes. L'honneur ne résidait pas dans la victoire, mais dans la tenue, dans le maintien de la ligne jusqu'au dernier souffle. La guerre, dans son essence spartiate, n'était jamais purement défensive. Il y avait des expéditions, des démonstrations de force, des campagnes punitives. Et parfois aussi, il y avait des opérations plus obscures. Chaque année, les efforts, ces magistrats élus de la cité, déclaraient officiellement la guerre aux Ilotes, cette population asservie qui cultivait les terres pour le compte des citoyens.
Cette déclaration n'était pas symbolique. Elle permettait aux jeunes Spartiates, notamment ceux en formation ou récemment intégrés dans les rangs, de mener des expéditions secrètes, des meurtres ciblés, dans le but d'affaiblir les velléités de révolte. Cette pratique, appelée cryptie, mêlait guerre, terreur et rituel. Elle rappelait que la stabilité de la société spartiate reposait sur une domination sans relâche. Mais toutes les campagnes ne se menaient pas à l'ombre. Lorsque venait le moment de partir, au loin, dans les guerres contre d'autres cités grecques ou contre des puissances étrangères, Sparte déployait alors toute la solennité de son rapport à la guerre. Le départ n'était jamais précipité. Il était précédé de rites, de silence, de préparation. On inspectait les signes, on consultait les oracles, le moment était choisi avec soin, comme un acte sacré. Les Spartiates ne partaient jamais seuls. Ils formaient des unités soudées, dirigées par des officiers expérimentés, eux-mêmes tenus à des devoirs très stricts. Chaque détail était réglé. La marche, le campement, les relais, même la nourriture faisait l'objet d'une discipline. L'armée en mouvement n'était pas une foule armée, c'était un prolongement de la cité, en ordre, en silence, tendu vers un seul but. Le départ, lui, avait sa propre gravité. Les familles savaient qu'un fils, un mari, un frère, partaient peut-être pour ne jamais revenir. Mais aucune larme n'était versée en public. L'émotion restait contenue, intérieure. Les mères spartiates, dit-on, confiaient à leurs fils leur bouclier en leur disant « Reviens avec ou sur lui ». Une injonction simple, brutale, mais qui résumait tout. La cité d'abord, la peur, le chagrin, l'individu ensuite. Au moment de quitter Sparte, les hoplites défilaient lentement, armés, le regard droit, accompagnés parfois de musique sobre, martiale. Ils quittaient les montagnes de Laconie, longeaient l'Eurotas et s'enfonçaient dans un monde où l'ordre spartiate rencontrait le désordre du monde. Là où d'autres armées s'adaptaient au terrain, improvisaient, les Spartiates restaient fidèles à leur discipline. Leur force ne résidait pas seulement dans leur entraînement, mais dans cette foi absolue dans la supériorité du groupe, dans l'ordre, dans la maîtrise de soi. Quand la bataille arrivait, elle n'était pas prise à la légère. Elle n'était pas désirée, mais elle était accueillie. Elle était une épreuve. Non pas une explosion de violence, mais une mise à l'épreuve des âmes. Et dans cette épreuve, les Spartiates n'avaient pour seule ressource leur mémoire, leur entraînement et cette longue habitude de ne jamais faiblir. Il y a des époques où les cités se contentent d'exister, et d'autres, plus rares, où elles se dressent au cœur des tempêtes de l'histoire, changent le cours du monde, puis s'en éloignent, comme une ombre qui s'efface au soleil. Pour Sparte, cette époque de grandeur coïncida avec les secousses majeures qui agitèrent la Grèce au 5e siècle avant notre ère. L'ennemi, d'abord, vint d'Orient. La menace perse, venue de l'autre côté de la mer Égée, unit les Grecs dans une coalition fragile. Sparte et Athènes, si différentes dans leurs valeurs, mirent de côté leur rivalité. Car face à l'empire immense de Darius, puis de Xerxès, il ne s'agissait plus d'un conflit pour l'honneur ou le territoire. Il s'agissait de préserver un mode de vie, une liberté, une identité. Et Sparte, sans bruit, prit place parmi les défenseurs. On se souvient surtout d'un défilé étroit, entre mer et montagne, là où le passage ne laissait place qu'à une ligne d'hommes déterminés. Là, les Spartiates, avec Léonidas à leur tête, tinrent bon. Ils ne furent qu'une poignée, rejoints par d'autres alliés grecs, mais leur résistance devint légende. Ce qui se joua aux Thermopyles ne fut pas une victoire militaire. Ce fut autre chose, un témoignage de l'inflexibilité spartiate, de son indifférence à la peur, de sa fidélité à la mort. Léonidas, roi autant que soldat, ne chercha ni la gloire ni la postérité.
Il se tint là parce que c'était son devoir. Et dans ce geste silencieux se cristallisa toute une vision du monde. Mourir à sa place, les armes à la main, sans céder. Ce moment, plus que tout autre, incarnait l'âme spartiate, et bien que les Perses avancèrent encore, la graine de leur défaite fut semée dans cette résistance immobile, dans cette offrande de courage. Plus tard, la mer livra sa propre réponse, avec la victoire d'Athènes à Salamine, et l'armée perse dut battre en retraite. Le danger extérieur recula, mais avec lui, l'unité fragile entre cités se fissura. Une nouvelle guerre s'annonçait, plus insidieuse, plus longue, et cette fois entre Grecs eux-mêmes. Les tensions avec Athènes s'amplifièrent, non pas simplement pour des raisons territoriales, mais pour des visions du monde inconciliables. Là où Sparte exaltait la retenue, la hiérarchie, l'obéissance, Athènes cultivait le débat, l'individualisme, la diversité. L'une parlait par la force des traditions, l'autre par le souffle de l'innovation. Et bien qu'alliées contre l'ennemi perse, elles devinrent bientôt rivales. La guerre du Péloponnèse ne fut pas une bataille unique, elle fut une suite d'affrontements, d'alliances brisées, de sièges interminables. Sparte, patiente, méthodique, résista aux provocations. Athènes, plus impétueuse, lança des campagnes lointaines, dont certaines la menèrent au bord de la ruine. Pendant presque 30 ans, les deux puissances s'observèrent, s'épuisèrent, s'opposèrent dans une lutte sans fin. Mais Sparte, fidèle à sa nature, tint bon. Elle n'envoya jamais toutes ses forces d'un seul coup. Elle observait, avançait par étapes, attendait son heure. Et lorsqu'elle la vit venir, elle frappa. En 404 avant notre ère, Athènes, affamée, encerclée, vaincue, capitula. Son empire maritime s'effondra, sa flotte fut livrée, ses remparts détruits. Sparte, contre toute attente, se retrouva à la tête du monde grec. Mais ce triomphe porta en lui les premières fissures, car Sparte n'était pas préparée à gouverner un empire. Elle excellait dans l'autonomie, dans la discipline intérieure, dans l'équilibre fermé de ses lois. Devoir s'imposer à d'autres cités, gérer des intérêts extérieurs, intervenir loin de chez elle, tout cela allait contre sa nature. Ce fut une victoire extérieure, mais une blessure intérieure commençait à se dessiner. Pendant ces longues années de conflit, la cité resta figée dans ses habitudes. L'austérité, loin de s'assouplir, s'intensifia. Les citoyens vivaient dans la méfiance. Les jeunes continuaient leur entraînement. Les repas communs, sobres et silencieux, rythmaient encore les journées. Les corps étaient forts, les volontés acérées. Mais quelque chose changeait. Le nombre de citoyens diminuait. Les guerres, les pertes, les inégalités grandissantes affaiblissaient lentement la base même du modèle. L'aristocratie militaire, autrefois large et homogène, devenait plus étroite, plus rigide. Les ilotes, toujours plus nombreux, nourrissaient des désirs d'insoumission. Les alliés, fatigués par la domination spartiate, commençaient à murmurer leur colère. Et pourtant, à Sparte même, la vie continuait. Les femmes, toujours respectées pour leur force de caractère, géraient les domaines, élevaient les enfants, perpétuaient les coutumes. Les efforts surveillaient les rois, les assemblées se réunissaient. Tout semblait stable, inchangé. Mais cette immobilité cachait une érosion lente, imperceptible, que nul ne voulait vraiment nommer. Car à trop vouloir préserver l'ordre, Sparte commençait à s'enfermer dans un passé glorieux. Elle se souvenait de Léonidas, des Thermopyles, de la victoire sur Athènes, mais elle oubliait que le monde autour d'elle changeait, et qu'une cité, même forte, ne peut se tenir éternellement dans le silence de la pierre. Le feu qui avait permis la grandeur était toujours là, mais il brûlait plus bas, plus discret. Le brasier devenait cendre. Et au loin, d'autres cités, d'autres ambitions, d'autres peuples se préparaient à entrer dans le grand théâtre grec. Pendant longtemps, Sparte avait résisté. Aux tempêtes extérieures, aux bouleversements du monde grec,
aux séductions du luxe et de la parole. Elle s'était tenue droite, fidèle à ses principes, sourde aux évolutions qui agitaient les autres cités. Mais tout modèle, même le plus rigide, finit par s'éroder de l'intérieur. Et lorsque le déclin commence, il n'est pas toujours violent ou spectaculaire. Parfois, il s'installe doucement, presque silencieusement, comme une ombre qui gagne lentement le cœur d'un bois. Les premières fissures ne furent pas visibles depuis l'extérieur. Sparte semblait encore puissante. Sa réputation imposait toujours le respect et son nom résonnait avec l'aura d'un passé glorieux. Mais au sein de ces murs, le tissu social s'effilochait. Ce qui fit longtemps la force de la cité, son homogénéité, sa discipline collective, devenait une faiblesse dans un monde qui changeait. Le nombre de citoyens déclina. L'exigence extrême du mode de vie spartiate, la concentration des terres, l'obsession de la pureté, tout cela conduisit à une raréfaction progressive des homoioi, les égaux. À mesure que les générations passaient, les rangs de ceux qui pouvaient prétendre à la citoyenneté se réduisirent. Certains mouraient à la guerre, d'autres perdaient leur statut par appauvrissement. D'autres encore n'étaient jamais admis, jugés indignes. Et peu à peu, ce corps civique, jadis large et puissant, se réduisit à une élite étroite, presque refermée sur elle-même. Les ilotes, eux, étaient toujours là, toujours plus nombreux, toujours silencieux. Leur présence massive devenait une source constante d'angoisse. Ils travaillaient les terres, nourrissaient la cité, mais restaient des ennemis potentiels. Chaque génération spartiate grandissait dans la peur de leur soulèvement, dans la certitude qu'un jour, peut-être, cette population soumise prendrait les armes. Pour prévenir cette menace, des expéditions secrètes, les crypties, continuaient, mais elles ne suffisaient plus à masquer la fragilité croissante de l'ordre établi. Et puis un jour, la guerre revint. Mais cette fois, elle ne fut pas l'occasion d'une gloire nouvelle. Elle marqua une défaite si brutale qu'elle brisa l'image même de l'invincibilité spartiate. Sur la plaine de Leuctre, en 361 avant notre ère, les troupes de Thèbes, dirigées par Épaminondas, infligèrent à Sparte une défaite cinglante. Pour la première fois depuis des siècles, les hoplites lacédémoniens fuirent le champ de bataille. Cette défaite fut plus qu'un revers militaire. Elle fut une blessure dans l'âme même de Sparte. Elle montra au monde que la machine disciplinée, le modèle rigide, le système intransigeant pouvaient faillir. Les alliés de hier se détournèrent. Les villes soumises prirent leur distance. Le prestige s'effondra plus vite que les murs. Dans les décennies qui suivirent, des tentatives émergèrent. Quelques voix s'élevèrent, encore jeunes, portant l'espoir d'un renouveau. On parla de retour aux lois anciennes, d'égalité restaurée, de partage des terres. Mais l'élan n'était plus là. Le passé pesait trop lourd, et les conservatismes plus puissants encore que les ennemis extérieurs étouffèrent toute réforme. Agis IV fut l'un de ces rares princes à vouloir changer les choses. Il parla de repeupler la cité, de redistribuer les terres, d'abolir les dettes, de revenir à l'idéal de Lycurgue. Mais sa tentative fut brève. Il fut exécuté par ses propres concitoyens, trop attachés à leurs privilèges. Un peu plus tard, Cléomène III reprit le flambeau. Plus énergique, plus audacieux, il réussit un temps à imposer ses réformes, à reprendre l'initiative militaire, à redonner espoir. Mais les forces qui s'opposaient à lui, tant internes qu'externes, eurent raison de son projet. Il s'exila, vaincu, et Sparte retomba dans son immobilisme. Le monde autour de la cité changeait rapidement. Les royaumes hellénistiques naissaient sur les ruines de l'empire d'Alexandre. Les influences orientales pénétraient les mœurs, les échanges, les monnaies, les arts évoluaient. Sparte, elle, restait figée, comme si le temps s'était arrêté. Mais plus rien ne la protégeait désormais. Ni son armée, ni son isolement, ni son mythe. Et puis vinrent les Romains. Ils n'envahirent pas Sparte dans un grand fracas. Ils l'absorbèrent comme tant d'autres territoires grecs dans cette lente extension de leur autorité.
Sparte perdit son autonomie politique, mais conserva pour un temps ses institutions locales, plus par curiosité que par respect. Les empereurs romains, fascinés par la rigueur spartiate, vinrent parfois visiter la ville. Certains y virent un modèle d'austérité, d'autres une relique étrange. Mais la vraie Sparte n'était déjà plus. Il ne restait que des pierres, des noms, des cérémonies figées. La vie civique s'était éteinte. Les derniers citoyens avaient disparu, et les lois de Lycurgue n'étaient plus que des souvenirs déformés. Les repas communs n'étaient plus que symboles. Les femmes, autrefois fortes et fières, se retrouvaient dans une société sans âme. Et le passé, glorieux, ne servait plus qu'à meubler les récits des voyageurs. Ainsi disparut Sparte, non pas dans un fracas de fin du monde, mais dans un lent effacement. Elle avait bâti sa grandeur sur la retenue, l'ordre, la discipline. Elle était restée droite quand d'autres se laissaient séduire par le luxe. Mais elle n'avait pas su changer, elle n'avait pas su s'adapter. Et pourtant, même dans la disparition, quelque chose demeura. Une mémoire, une silhouette, une idée. Sparte n'avait pas produit de grandes œuvres d'art, de traités philosophiques, de poèmes. Mais elle laissa une empreinte, celle d'un peuple qui avait tenté de vivre autrement jusqu'au bout. Et cette trace, même fragile, même lointaine, continue à intriguer, à interroger, à fasciner. Longtemps après que Sparte ait cessé d'exister comme puissance politique, son souvenir a continué à vivre. Non dans les ruines de ses sanctuaires, ni dans les inscriptions de ses lois, mais dans l'imaginaire de ceux qui sont venus après. C'est là, sans doute, l'un de ses plus grands paradoxes. Une cité qui parlait peu, qui écrivait moins encore, a laissé une empreinte aussi durable que les plus grandes civilisations du verbe. À travers les siècles, Sparte est devenue bien plus qu'un lieu. Elle est devenue une idée, une silhouette dans l'histoire, l'incarnation d'un idéal guerrier, d'une austérité assumée, d'une force contenue. Cette image, tantôt admirée, tantôt redoutée, a traversé les époques, renaissant dans des contextes toujours nouveaux, souvent bien éloignés de la réalité qu'elle fut. Dans les récits des auteurs antiques déjà, on sentait poindre une fascination. Même les Athéniens, ennemis naturels de Sparte, ne pouvaient s'empêcher de souligner la discipline, l'endurance, la droiture de ceux qu'ils combattaient. Plutarque, des siècles plus tard, prêta à Lycurgue des paroles presque sacrées, construisant autour du législateur une figure quasi mythique. Ce que Sparte n'avait pas dit d'elle-même, d'autres le dirent pour elle, en l'amplifiant, en la transformant. Au fil du temps, cette silhouette spartiate s'est faufilée dans la littérature européenne. Les penseurs de la Renaissance y virent une cité idéale, capable de résister aux excès de leur époque. Certains philosophes du XVIIIe siècle, fascinés par la rigueur et la cohésion sociale, opposaient l'ordre spartiate au désordre moderne. Même dans les révolutions, on évoqua parfois le modèle de Sparte pour appeler à plus de vertu, plus de simplicité, plus de courage. Puis vint le XXe siècle, et avec lui les grands récits de masse. Le cinéma, les romans historiques, les manuels scolaires redécouvrirent Sparte à leur manière. Dans certaines œuvres, on la montra comme une société d'élite, une machine à produire des soldats. Dans d'autres, on loua le courage de ses hoplites, leur capacité à mourir debout plutôt que de vivre déjà. Le nom de Léonidas surtout fut repris, cité, glorifié, souvent détaché du contexte véritable. Mais à mesure que le mythe grandissait, la réalité s'effaçait. On oublia les ilotes, ces esclaves sans voix qui faisaient tourner l'économie. On mit de côté les inégalités sociales, la violence ordinaire, la peur permanente du soulèvement intérieur. On réduisit une société complexe à une image lisse et valorisante, celle d'hommes sculptés dans le bronze, silencieux, disciplinés, héroïques jusqu'à la fin.
Sparte devint un miroir dans lequel chacun projetait ce qu'il voulait y voir. Certains y virent un idéal de virilité, d'autres un modèle éducatif dur, mais formateur. Certains y puisèrent un prétexte à l'autoritarisme, d'autres un appel au dépassement de soi. Mais trop souvent, cette admiration s'est construite sur une version édulcorée, reconstruite, simplifiée. Aujourd'hui encore, l'image de Sparte continue de fasciner. Dans les salles de sport, dans les slogans politiques, dans les jeux vidéo ou les séries télévisées, on retrouve des fragments de cet imaginaire. Le bouclier rond, la lance levée, les maximes lapidaires, tout un vocabulaire visuel et symbolique repris, réinventé. Mais il est bon parfois de revenir à la source, de se souvenir que derrière les statues idéalisées, il y avait des hommes, des enfants arrachés à leur mère dès 7 ans, des jeunes gens livrés à des épreuves cruelles, des femmes fortes, certes, mais enfermées dans une cité figée, et une société entière construite sur la soumission silencieuse d'une majorité oubliée. L'héritage de Sparte est réel, il est puissant, mais il est aussi ambivalent. Il inspire autant qu'il interroge, il éclaire certains idéaux, mais il cache aussi des ombres. Et c'est peut-être dans cette tension, dans ce va-et-vient entre admiration et lucidité, que se trouve le vrai sens de ce que Sparte a légué. Car au fond, ce n'est pas la cité elle-même que nous poursuivons, mais une idée, une sensation, celle d'une humanité capable de se discipliner, de se contenir, de se dépasser, mais aussi une mise en garde sur ce que l'on sacrifie parfois au nom de l'ordre, sur ce que l'on oublie en cherchant à bâtir des sociétés parfaites. Sparte aujourd'hui n'est plus, mais son écho demeure dans les mémoires, dans les récits, dans les rêves d'hommes et de femmes en quête de sens. Et cet écho, à lui seul, suffit à dire qu'elle ne fut pas vaine. La nuit est tombée sur la vallée de l'Eurotas. Les vents tièdes de Laconie glissent lentement entre les oliviers, murmurant aux pierres anciennes les souvenirs d'un autre temps. Le fleuve poursuit paisiblement sa course, sans heurts, comme il l'a toujours fait, traversant les âges sans jamais se presser. Là-bas, entre les ombres des montagnes du Taïget, les sentinelles silencieuses de Sparte semblent encore veiller. Mais ce soir, tout est calme. Aucun cri, aucun chant martial, seulement le silence. Profond, enveloppant, presque sacré. Celui qui suit les récits longs et denses, celui qui vient quand la mémoire elle-même semble vouloir s'endormir. Tu viens de traverser les siècles côté d'un peuple à la fois rude et fascinant. Tu as suivi les premiers pas d'enfants devenant soldats, entendu les lois non écrites, régir chaque battement de cœur, chaque souffle. Tu as perçu la dureté d'un monde fondé sur la discipline, sur l'honneur, sur la crainte de décevoir, mais aussi la beauté étrange d'une cité unique, forgée dans le feu de la rigueur. Tu as croisé Léonidas aux Thermopyles, vu les rangs serrés des hoplites s'avancer, et derrière eux tout un système, tout un mode de vie tendu vers un seul objectif, la survie collective, l'excellence au combat, le refus de toute faiblesse. Mais tu as aussi vu le déclin, discret d'abord, puis inévitable, la disparition lente de ceux qu'on appelait les égaux, les tentatives vaines pour faire renaître ce qui avait été perdu, et puis le silence, celui des pierres effacées, des lois oubliées, des serments rompus, la fin d'un monde, sans drame, sans larmes, juste le temps qui passe.
Et malgré cela, Sparte n'a jamais vraiment disparu. Elle a changé de forme, de visage. Elle s'est glissée dans les mythes, dans les rêves, dans les idéaux. Elle continue à parler, non plus par la voix des soldats, mais par celle des conteurs, de ceux qui, comme toi ce soir, écoutent avec les yeux fermés, à l'écoute d'un autre temps. Alors, maintenant que le récit s'achève, que les armes se taisent et que les torches s'éteignent, laisse ton esprit flotter doucement sur les rives de l'Eurotas, loin des combats, loin des cris, dans un crépuscule éternel où chaque pierre, chaque souffle, chaque silence raconte encore un peu de cette étrange cité. Respire profondément. La nuit est là. Le voyage est fini. Tu peux t'abandonner au sommeil et rêver. Rêver d'un monde ancien, sculpté dans le bronze et le vent, où même les ombres ont des histoires à murmurer.